Dans cette vidéo, nous allons héberger ensemble deux projets JavaScript que nous venons de développer. C'est la cinquième et dernière partie de notre formation sur Nest.js. Tu trouveras le lien de la playlist complète dans la description. Je te recommande vraiment cette vidéo. Elle est pleine de conseils. Nous allons commencer par configurer une image Docker, puis nous allons configurer les actions sur GitHub qui vont pousser notre code mis à jour sur le serveur. Nous allons ensuite configurer le serveur Caddy et les runners de GitHub, et enfin, on va tester notre application en production. Il y aura quelques bugs et nous allons les débugger ensemble. C'est des erreurs typiques que je rencontre au quotidien et que tu as peut-être déjà rencontrées. Bon visionnage. On a donc nos deux bases de code en local et on va devoir les mettre sur un serveur et exécuter le code en continu. On a donc notre base de code du front-end ici, qui est le projet Nest.js Chat Front, notre application Remix, et nous avons aussi notre serveur, qui est l'API Nest.js. Et l'approche va être exactement pareille pour mettre en ligne ces deux projets. On va faire la même chose. Et nous allons d'abord le faire pour Nest.js, puis ensuite nous allons répéter l'opération pour Remix. Pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs technologies. La première, ça sera d'utiliser Docker pour créer une image de notre projet. À chaque changement de notre code, avant de le mettre en ligne, nous allons donc créer une image. On va donc faire un build avec Docker que nous allons envoyer au serveur. Le serveur va télécharger cette image et il va ensuite l'exécuter. Et pour l'exécuter automatiquement, nous allons utiliser les GitHub Actions ici, qui est une fonctionnalité entièrement gratuite de GitHub qui va nous permettre justement de construire notre image Docker automatiquement à chaque mise à jour de notre code. Et ça sera également GitHub qui va se charger d'envoyer cette image Docker à notre serveur. Et bien sûr, nous parlons de serveur, donc on va avoir besoin de commander un serveur qui va tourner en continu et qui va se charger d'exécuter notre code. Pour mieux comprendre quel serveur vous devez choisir, je vous conseille la vidéo qu'on avait créée sur la chaîne qui s'appelle « Comment héberger tes projets JavaScript sur un serveur VPS ». Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est exactement le même esprit, sauf que je vais utiliser un serveur que j'ai déjà commandé sur l'hébergeur Hostinger ici. On va donc commencer par le début, et la première partie, c'est de créer une image Docker. Nest.js, on va donc se rendre à la racine de notre projet Nest.js ici, et nous allons créer un nouveau fichier qu'on va appeler Dockerfile. Je vais ensuite copier le Dockerfile que j'utilise en entreprise et on va le regarder ensemble. Comme vous voyez sur le Dockerfile ici, on a un lien qui nous redirige vers un site. C'est un site que j'ai utilisé pour m'inspirer du Dockerfile pour l'utiliser avec Nest.js et on peut voir qu'on peut retrouver le Dockerfile ici, sauf que j'ai utilisé la version un peu plus compliquée qui est optimisée pour la production. En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de télécharger une image de Node.js à la version 20 et on utilise la version Alpine de cette image. Puis ensuite, on configure la variable d'environnement Node.env et à partir de là, on va créer un dossier qu'on va appeler /app et dans ce dossier, nous allons copier le package .json et le package lock.json. On copie toujours ces deux fichiers en premier pour ajouter du cache à notre Dockerfile. Ensuite, après avoir ajouté ces fichiers, nous allons ajouter donc tout le contenu de notre projet ici et nous allons exécuter la commande npm install, ce qui va installer toutes les dépendances sauf les dépendances de développement parce que nous sommes en environnement production. Comme nous souhaitons également télécharger les dépendances de développement parce qu'on en a besoin pour build l'application, on rajoute la commande --include =dev. Ensuite, après avoir téléchargé toutes les dépendances, on va donc rajouter le dossier Prisma qui est ici et nous allons lancer la commande npx prisma generate, ce qui va générer les déclarations de type et le code source de notre Prisma. Et ensuite, nous pouvons faire un build de notre application, donc de notre serveur Nest.js. Sauf que, comme on a téléchargé toutes les dépendances, y compris les dépendances de l'environnement de développement, on n'a pas envie de conserver tous ces fichiers en production. Parce que, comme son nom l'indique, les dépendances de développement, donc toutes celles-ci, ne seront pas du tout utilisées en environnement de production. Elles ne seront pas utilisées, c'est pour ça qu'on appelle ça des dépendances de l'environnement de développement. C'est pourquoi on repart d'une autre base ici et nous copions ensuite tous les fichiers, sauf qu'à la fin, on fait un prune et on omet toutes les dépendances de développement. C'est-à-dire que ça va conserver notre fichier Node module et on va supprimer chaque fichier qui est en fait une dépendance de développement. Et enfin, après avoir fait ça, on repart de nouveau d'une base vierge et nous téléchargeons les librairies nécessaires. Par exemple, les fuseaux horaires français. Cette ligne n'est pas nécessaire, mais j'en avais besoin dans mon application. Et enfin, nous créons un utilisateur qui s'appelle donc remix-api. Si vous voulez, on peut le renommer en Nest.js et qui va finalement copier le package JSON, le fichier dist, qui est donc le fichier compilé, et les node modules
de production. Et enfin, ça va exécuter la commande start.sh, qui est un fichier source qu'on n'a pas encore créé. Nous allons donc le créer tout de suite. On va donc ajouter un nouveau fichier qu'on va appeler start.sh et nous allons copier ces 3 lignes de code, c'est-à-dire en premier on définit bien ce fichier comme utilisant le terminal sh et ensuite on définit les permissions et enfin on fait un Prisma migrate deploy, ce qui va donc déployer toutes les migrations Prisma et enfin on va lancer le npm run start, ce qui va exécuter notre serveur en environnement de production. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir build cette image Docker. Mais d'abord, on va rajouter un dernier fichier qui s'appelle le docker ignore, comme ceci. Au final, il s'appelle .docker ignore et c'est exactement pareil que le git ignore, nous allons ignorer certains fichiers. Parce que ici, on peut voir qu'on a une commande qui va copier tous les fichiers dans notre image Docker. Mais nous, on n'a pas envie par exemple de copier les node modules ou le dist. Donc il nous suffit de rajouter dist et node module et en fait tous les fichiers qu'on n'a pas envie de copier. Par exemple, le dossier test, je n'ai pas envie de le copier. Le dossier docker ignore, je n'ai pas envie de le copier. Les .env et les .env.example, on n'a pas envie de les copier. Et tout ce qui est configuration oslint, le git ignore, le pre-rc, le dockerfile, tout ça au final, on n'en a pas besoin pour exécuter notre code. On peut même ignorer le readme et c'est à peu près bon maintenant. Donc maintenant on va ouvrir un terminal et il faut bien sûr télécharger Docker si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors pour télécharger Docker, vous allez sur Google et vous tapez download Docker et on va sur le premier lien Docker Desktop et ici vous avez une option pour le télécharger pour votre système d'exploitation. Donc pour Mac, Windows ou Linux. Je l'utilise sur Mac, donc là c'est cette application-là, ça ressemble à ça, c'est exactement le même design sur les autres systèmes d'exploitation, et on peut voir ici qu'on n'a aucune image qui est lancée et aucun conteneur qui est lancé. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans notre terminal, lancer la commande docker build-t, et là nous allons nommer notre repository Docker, qu'on n'a pas encore créé sur la plateforme, et que nous allons appeler, comme le nom du projet, nestjs-chat-api, et nous allons le mettre dans Algomax, qui est le nom de l'organisation que j'ai créée sur Docker. On va faire tout ça après, là on teste juste la commande, et on a envie d'exécuter le build dans le dossier qui est présent. Ce que Docker va faire, c'est qu'il va détecter notre fichier Dockerfile, et il va détecter le fichier Docker ignore, et il va exécuter une par une toutes les instructions de notre fichier Dockerfile, comme ceci. On va faire un test, on peut voir que ça build bien chaque étape de notre application. On est déjà à l'étape 14, et bien sûr ce qu'il faut savoir c'est que comme on rajoute du cache, les builds consécutifs ne vont pas répéter les étapes qui ont déjà été faites. Par exemple, le premier build c'est toujours le plus long parce qu'on télécharge les dépendances, le package JSON qui est ici. Mais si par exemple je vais dans un fichier, le main.ts, et que ici je rajoute un console log, et que je refais un build, et ben ça va refaire toutes les étapes depuis le début, sauf que ça va commencer à partir de l'étape 14 par exemple. C'est-à-dire que ça ne va pas réinstaller toutes les dépendances parce que le fichier package JSON n'a pas été modifié. Bien sûr, dans le cas où j'installe ou que je désinstalle une librairie, dans ce cas-là, ça va reprendre plus haut, par exemple à l'étape 9 ou à l'étape où on installe toutes les librairies. Donc là on est très bien, il n'y a pas eu d'erreur, et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va exécuter cette image. On va donc lancer la commande docker run-d et on va nommer cette image, mais ce que je vais faire c'est que je vais copier la suggestion de mon terminal. Ici on va prendre l'image que nous avons créée, qu'on avait appelée algomax/nestjs chat API, et nous allons l'exécuter sur le port 8000, donc on va reverse proxy le port 8000 de l'image Docker à notre port 8000 en local, et nous allons appeler ce projet nestjs chat API. Donc on va taper la commande suivante et on va exécuter notre image Docker. Et là on peut voir qu'on a une erreur, il n'a pas réussi à trouver le fichier start.sh. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on peut faire si on a l'application Docker, c'est qu'on va l'ouvrir ici et on voit qu'on a un conteneur qui est en train de crasher, donc qui n'arrive pas à se lancer, et du coup il se relance à chaque fois, sauf qu'il y a une erreur JavaScript. Mais ce qu'on a envie de faire ici, c'est de cliquer sur le conteneur et d'aller sur l'onglet Files pour voir ce qui s'est passé. Sauf que le problème, c'est que comme on n'arrive pas à exécuter l'image, eh bien l'image ne reste pas suffisamment longtemps exécutée pour qu'on puisse inspecter les fichiers. Donc effectivement, ça crache. Comme ça crache, on peut pas inspecter les fichiers. Mais c'est pas grave, on va continuer avec notre implémentation du Dockerfile parce qu'il y a un dernier fichier que nous allons avoir besoin de créer. Effectivement, j'ai pas envie d'exécuter deux commandes à chaque fois, c'est-à-dire le docker build, puis le docker run, et taper dans mon terminal les commandes. Je préfère utiliser une seule commande
qui fait les deux calculs. Et c'est pour ça que nous allons utiliser ce qu'on appelle Docker Compose. Donc on peut chercher sur Google ce que c'est. Docker Compose, ça va nous permettre d'exécuter une ou plusieurs images Docker, et elles seront donc exécutées en même temps et elles pourront communiquer entre elles. Et c'est ce que nous allons utiliser. Donc pour ce faire, il nous suffit de créer un nouveau fichier qu'on va appeler docker-compose.yaml. Sauf que nous, on va avoir plusieurs environnements potentiellement. On va avoir un environnement de production et on va avoir un environnement de dev. Donc là, je vais rajouter un .dev dans le fichier parce qu'on va écrire le Docker Compose de l'environnement de développement en premier. Ensuite, pour la production, il nous suffira de copier-coller ce fichier et juste de modifier une ligne du 2. Donc on crée ce fichier Docker Compose ici et nous allons copier ce morceau de code. Donc, nous avons une ligne service parce qu'on peut définir un ou plusieurs services. Par exemple, si tu voulais utiliser une base de données Redis ou alors un bucket S3 en local, tu pourrais ajouter un service Redis qui serait donc ensuite connecté à ton application. Tu pourrais rajouter un bucket S3, un bucket email pour envoyer les emails, etc. Mais dans notre cas, on va conserver un seul service et c'est le Nest.js Chat API en environnement de dev. Ensuite, nous avons une déclaration environnement. C'est pour les variables d'environnement, par exemple la connexion à la base de données. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le build. Ici, parce qu'on définit un contexte, on définit notre Dockerfile et on indique à Docker que on a envie qu'il fasse un build de notre fichier Dockerfile. Et enfin, nous avons le reverse proxy des ports. Notre application tournait sur le port 8000, mais comme on va l'exécuter dans un Docker, elle va tourner dans le Docker sur le port 8000 et on a envie de pouvoir y accéder sur notre port 8000 à nous. Donc on fait comme ça. Si on a envie qu'elle tourne sur le port 8000 dans le Docker et qu'on a envie d'y accéder sur notre machine sur le port 4000, on mettrait ici port 4000 et le port 4000 de notre ordinateur serait relié au port 8000 du Docker. Bien sûr, si dans le Docker on le relie sur le port 8000 mais que notre application le lance sur le port 2000, ça va jamais marcher. Il faut bien que notre application le lance sur le bon port qu'on est en train de définir ici. Donc maintenant qu'on a créé ce fichier, on peut lancer une commande qu'on appelle docker compose-f pour dire qu'on va exécuter un fichier spécifique ici, et on peut voir que la commande m'est auto-complétée. On va donc utiliser la commande docker compose sur le fichier que nous venons de créer et on va faire un up et un -build. Et le -build, il va tout simplement build notre image Docker si ce n'est pas déjà fait. On peut voir ici que j'ai fait une petite faute dans le nom du fichier. Alors les deux formats sont possibles. Là, il y a le format YML et le format YAML, mais pour ne pas avoir à retaper la commande dans le terminal, je vais utiliser le format YAML. Et maintenant, on peut exécuter cette commande Docker, et comme vous voyez, ça exécute à peu près les mêmes étapes. Là, nous sommes sur l'étape installer l'application, et encore une fois, l'application va crash parce qu'elle ne détecte pas notre fichier start.sh, ou alors elle n'a pas les permissions pour l'exécuter, et ça c'est une erreur que j'ai à chaque fois que je crée un nouveau projet. Donc je vous conseille déjà de taper la commande chmod +x start.sh dans votre terminal, comme ceci, et ensuite on va rajouter une ligne dans notre Dockerfile pour être vraiment sûr qu'on possède bien ce fichier ici, à la dernière étape, dans le runner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier depuis installer, qui est la base qu'on avait définie ici, dans lequel on a copié tous les fichiers, et donc depuis installer, nous allons copier le fichier start.sh, comme ceci, et on va l'appeler start.sh. Avec ces deux changements, je pense que le fichier va être détecté. On refait un essai, on va lancer cette commande, et comme vous voyez, on reprend les étapes, mais on ne les reprend pas depuis le début. Et on a malheureusement toujours la même erreur. Donc dans ce genre de cas, on peut essayer de débugger l'application. En fait, je pense que le fichier start.sh n'a pas été copié. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le copier. Start.sh se retrouve dans start.sh comme ceci. Et là, bien sûr, on doit réinstaller l'application. Tout simplement parce que on a rajouté une ligne de commande qui s'appelle start.sh juste avant l'installation des dépendances. Ici. Donc, Docker a mis en cache toutes les étapes qui étaient exécutées avant, mais il ne met pas en cache les étapes à partir de celles qu'on vient de rajouter. Ce qui est logique parce que si on rajoute un fichier ou si on fait un petit changement, on va devoir tout recalculer, on va devoir refaire un build. Là, j'arrive vraiment pas à débugger, je ne comprends pas quel est le problème. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur la dernière étape, ici, et on va faire du débugage. Ici, on lui donne l'instruction d'exécuter le fichier start.sh, et il n'y arrive pas. Donc je vais rajouter une instruction précédente, et ça va être une commande de terminal qui ne peut pas échouer. On va donc laisser tourner notre terminal avec cette commande qui s'appelle container is running, et ce que ça va faire, c'est que ça va laisser
notre image, donc ça va la laisser active, et pendant qu'elle est active, on va retourner sur l'application Docker Desktop, ici, et on va essayer de débugger, on pourra enfin accéder au fichier pour comprendre ce qui ne va pas. Donc ce bug tombe bien au final, parce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau. Là, maintenant, j'ai commenté cette dernière commande, et j'en ai rajouté une autre. Donc on peut de nouveau exécuter notre Docker Compose, ici. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, et maintenant on peut voir que là, on n'a pas eu d'erreur, et on est à la dernière étape, Container is running. Maintenant, on peut donc retourner sur l'application ici et on va supprimer la première image et nous allons cliquer sur la deuxième image ici et maintenant on clique ici et nous avons envie d'accéder aux fichiers. Donc on va se rendre dans Files et là on peut vraiment voir tous les fichiers qui sont présents sur le disque dur de cette image. On a donc le dossier app ici, le dossier dist, node-module, package.json et nous avons notre fichier start.sh. Alors c'est bizarre parce que l'application nous dit qu'il n'arrive pas à l'exécuter. Alors ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut open file editor ou alors on peut cliquer droit sur le fichier et faire edit file. Et on peut voir que cette image est vraiment à jour. Donc le problème ne vient pas de l'image qui n'a pas été copiée. On va donc retourner dans notre terminal ici et on a envie une dernière fois de regarder ce qu'était le message d'erreur. Au final, les réponses sur Google ne m'ont pas aidé. Par contre, j'ai eu la bonne idée de taper cette commande, donc la commande sh start.sh et j'y vois un peu plus clair avec une erreur beaucoup plus parlante. Ici, ça arrive pas à faire un npx prisma migrate deploy parce que ça ne trouve pas le fichier schema.prisma dans le repository. Et j'ai déjà eu cette erreur sur un projet sur lequel je bossais il y a quelques jours. Et pour mieux comprendre d'où cette erreur vient, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû exécuter le fichier start.sh moi-même dans l'ordre. Et on verra que c'est cette commande-là qui pose problème. Et pourquoi elle pose problème? Elle pose problème parce que Prisma n'arrive pas à se connecter à notre base de données. Et elle n'arrive pas à s'y connecter parce que cette base de données n'existe plus. Depuis la dernière fois, PlanetScale est devenu payant. Au début de cette vidéo, c'était entièrement gratuit et maintenant, ça coûte minimum $40 par mois. Donc, on va devoir utiliser une alternative. On va se rendre sur Neontech et nous allons créer une nouvelle base de données pour ce projet. Sur Neontech, on a droit à une base de données gratuite. Bien sûr, ça va utiliser du Postgres et pas du MySQL. Donc, on va devoir faire une petite modification. On va d'abord commencer par supprimer cette base de données là, ici. Bien sûr, il n'y a que moi qui l'ai. Vous devez sûrement ne pas l'avoir. Et je vais recréer l'application Nest.js Chat. Et on va l'appeler Nest.js-chat et on va choisir en région l'Europe et nous allons créer le projet. À partir de maintenant, on va sélectionner Prisma ici et on doit faire deux changements. Le premier changement, c'est changer le provider de notre fichier de configuration Prisma. Donc dans le fichier schéma.prisma ici, on avait sélectionné MySQL et cette fois on va sélectionner Postgres et on va retirer cette ligne. Et enfin, on va devoir copier le .env ici avec ce secret. On va donc copier ce secret en entier et on va le rajouter dans notre .env. Je ne vous montre pas les lignes au-dessus, mais on avait déclaré en tout premier une base de données qui s'appelle database URL avec la DB MySQL et je vous demanderai maintenant de supprimer cette ligne, sinon ça va la détecter comme étant la base de données par défaut. Donc maintenant, on peut sauvegarder cette variable d'environnement et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter cette commande-là, le npx prisma migrate deploy. Et là, on peut voir qu'on n'a plus d'erreur. Comme on n'a plus d'erreur, on va tout de suite essayer de réexécuter notre Dockerfile. On va donc lancer notre Docker Compose comme avant, et là on peut voir qu'on a toujours la même erreur. Et en fait, c'est encore une erreur d'inattention de ma part, c'est parce que on doit rajouter toutes les valeurs de notre fichier .env dans le fichier Docker Compose. Ici, on avait rajouté la valeur JWT secret, et en fait, on doit rajouter le database URL, les variables d'environnement Stripe. Donc, on va le faire tout de suite. Vous allez copier toutes les clés de votre fichier .env ici, et on va les coller comme ceci. On avait donc une dizaine de variables d'environnement, le JWT secret, le port, l'API key de resend, du front-end, d'AWS S3 et de Stripe, comme ceci. Et ce que ça va faire, c'est qu'en exécutant cette commande en local, ça va lire nos variables d'environnement depuis notre fichier .env. Maintenant, on peut réexécuter une dernière fois la commande Docker Compose et ça devrait normalement marcher. Bien sûr, ça ne marche pas. On a toujours la même erreur. C'est vraiment l'effet vidéo. Là, on peut voir que mettre à jour cette librairie n'a pas non plus fonctionné. Alors là, je suis vraiment bloqué. Surtout que cette erreur, je l'ai déjà eu une fois au boulot. Et pareil, ça m'avait fait perdre une journée de taf. Et là, en fait, le problème, franchement, je m'en veux de ne pas l'avoir compris plus tôt. Mais en fait, on n'a pas copié le dossier Prisma ici. On l'a pas copié à la dernière étape ici depuis Installer. On n'a pas copié le dossier Prisma.
et on aurait dû le copier. On aurait dû le copier en faisant Prisma, comme ceci. Et si on l'avait copié, peut-être qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Au moins, on le saura pour la prochaine fois. Maintenant, on va repartir sur l'instruction entry point. En tout cas, pour configurer le front-end, ça va être beaucoup plus simple. On n'a pas Prisma, c'est vraiment juste une application React, donc ça va être plus rapide. Et voilà, cette fois, on a donc une autre erreur, c'est l'entry point qui ne fonctionne pas. Donc on a vraiment 2 erreurs à chaque fois, c'est assez marrant. Alors, est-ce que ça vient de l'entry point ou ça vient encore de Prisma? Cette fois, on va tester normalement. On a copié le dossier Prisma, donc ça devrait retrouver le schéma. Et là, on peut voir qu'on a cette erreur nest not found. Et nest, en fait, c'est la commande de Nest.js pour exécuter l'application. Ici, dans notre commande start, on lance la commande nest start. Sauf que nest, les amis, c'est ici. C'est une dépendance de développement. Et on peut voir tout de suite, on a un fichier compilé ici. On a donc dist et dedans, on a main.js. Et en fait, ce qu'on aurait pu faire, au lieu de faire nest start, c'est de faire un node dist/main, comme ceci. Donc maintenant, j'ai modifié le package JSON. Donc au moment de rebuild l'application Docker, ça va repasser toutes les étapes, y compris l'installation. Mais au moins, on progresse, on a résolu l'erreur Prisma. Ok, donc là, on a réussi à faire tourner notre application avec cette commande. En vrai, on peut s'arrêter là. C'est pas grave si on n'utilise pas entry point start.sh. Notre application tourne, elle est accessible sur le port 8000. On va le tester tout de suite. On va faire localhost 8000. On va accéder à la route /users, comme ceci. Et là, bien sûr, j'avais oublié de changer. Donc, on peut y accéder sur le port 4000 et pas sur le port 8000. Ça, c'est une erreur qui vient de moi. On peut voir qu'on a eu une petite erreur serveur à ce niveau-là. Et on retrouve l'erreur sur notre terminal ici. On n'arrive pas à se connecter au serveur. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore exécuté les migrations, mais une erreur à la fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le port 8000 pour le reverse proxy et on va lancer une commande. Mais en fait, ici, on est passé à une base de données Postgres. Avant, on avait du MySQL et on n'avait pas besoin de migration. Sauf que là, on a besoin de migration. Donc on va faire un npx prisma migrate dev-name et on va mettre comme nom de notre première migration init. Et maintenant, ça a créé un fichier migration.sql et un dossier migration qu'on retrouve ici. Et normalement, à partir de maintenant, on ne devrait plus avoir de problème. On va donc relancer le Docker Compose, cette fois sur le port 8000, cette fois avec notre dossier Prisma, cette fois notre commande start.sh fonctionne, et voilà, là, notre application est lancée, et si on se rend sur la route /users, bien sûr sur le port 8000, comme ceci, là on a un tableau vide, parce qu'il n'y a plus d'utilisateurs, effectivement. On a entièrement changé de base de données, on est passé chez Néon maintenant, et si on clique sur les tables ici, on retrouve nos chats, nos conversations, nos donations et nos utilisateurs. Maintenant que c'est fait, là on a terminé. On a terminé notre Dockerfile, donc ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de configurer les GitHub Actions pour déployer automatiquement notre application sur un serveur. Encore une fois, je vais m'inspirer de ce que j'utilise déjà sur mes projets personnels, donc je vais coller un fichier ici, et on retrouve donc un dossier .github, qui est une convention de GitHub. Donc quand on mettra en ligne le code sur GitHub, il va détecter ce fichier, il va aller dans le dossier workflows, et il va exécuter chaque fichier en .yaml. Là on a donc build.yaml, et le build.yaml, ce qu'il va le faire, c'est qu'il va exécuter un docker build, donc il va tout simplement build notre Dockerfile qu'on vient de créer. Donc ce qu'on faisait en local, docker build, cette fois cette commande va être exécutée sur les serveurs de GitHub. Elle sera exécutée quand on va faire un push sur la branche main et sur la branche nommée dev. Et pour ce faire, on va avoir besoin de 2 identifiants, le Docker Hub Username et le Docker Hub Token. Et ces identifiants, on les récupère en créant un compte sur le site qui s'appelle Docker Hub. C'est le site officiel de Docker et vous pouvez récupérer vos identifiants ici. Le username, c'est tout simplement votre nom de compte, donc pour nous ça sera Algomax. Et le token, vous pouvez le retrouver ici dans Account Settings et dans l'onglet Security. Ici, vous pouvez générer un nouveau token avec les permissions que vous voulez. Après avoir généré ce token, vous allez vous retrouver sur GitHub. Si vous avez créé un repository pour sauvegarder votre base de code, ici, je l'avais fait pour Nest.js Chat API, donc je vais me rendre sur ce repository et je vais aller dans Settings et je vais aller dans Secret and Variables et dans Actions. Et à cet endroit-là, je vais ajouter des secrets qui seront donc protégés. C'est une sorte de vault et on va rajouter les valeurs de nos secrets. Donc on va rajouter le Docker Hub underscore token, le Docker Hub underscore username qui est donc Algomax et finalement toutes les variables d'environnement qu'on a définies à cet endroit dans le Docker Compose.
Donc un par un, vous pouvez les récupérer depuis votre environnement local et on aura bien sûr des valeurs qui seront différentes pour l'environnement de test et l'environnement de production. Et dans ce cas-là, vous pouvez renommer votre secret ici pour l'environnement de développement. Moi, je l'appelle staging par exemple. Mais dans cette vidéo, on va pas créer deux environnements différents. On ne va utiliser qu'un seul environnement, c'est l'environnement de production pour que ça soit un peu plus simple. Sauf bien sûr pour Stripe. Parce que pour Stripe, ils font bien la différence entre l'environnement de test et l'environnement de production. Alors pour Stripe, vous pouvez sauvegarder les deux. Mais de toute manière, on va retourner tout à l'heure sur Stripe pour générer nos secrets de production. Voilà, là je viens d'ajouter tous les secrets de mon API. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner dans le build ici et on peut voir qu'en fait, on build donc l'image Docker et ensuite on va l'héberger sur la plateforme Docker qui s'appelle Docker Hub. Et on peut voir qu'on l'héberge avec un tag assez spécial. C'est le tag qu'on avait déjà utilisé, c'est algomax/nestjs-chat-api. Sauf que ce repository n'existe pas encore. Donc on va retourner sur Docker Hub ici et on va créer un repository qui porte le nom qu'on a défini à notre fichier ici. Donc nestjs-chat-api. Bien sûr, vous, c'est votre nom d'utilisateur qui sera avant le slash ici. Moi, j'ai utilisé le namespace algomax et je vais appeler le projet nestjs-chat-api. Je vais ensuite créer ce repository comme ceci et maintenant à chaque déploiement sur GitHub, en environnement de dev et de main, ça va build une nouvelle image Docker. Sauf que cette commande build.yaml est exécutée dans le fichier ci.yaml, qui est le deuxième fichier. Et c'est ce fichier en fait qui va exécuter toutes les actions qu'on lui aura données. Par exemple, si on retourne dans le fichier package.json, on peut voir qu'on avait des commandes comme le lint et le typecheck et les tests, et toutes ces commandes, on peut les exécuter au final à chaque mise à jour du code. Mais dans cette vidéo, on va pas le faire, on va juste faire un build et mettre en prod. Donc on va avoir un seul job, le build, qui va donc appeler le fichier qu'on a créé, le build.yaml, et qui va donc hériter des secrets qu'on aurait définis sur GitHub. Et ensuite, après le build, on va exécuter l'action deploy. Et on peut voir que l'action de déploiement a besoin du build. Donc, avant d'exécuter l'action de déploiement, on va d'abord exécuter le build. Sauf que ce déploiement, on va l'exécuter pas sur les serveurs de GitHub, mais sur nos serveurs. Notre serveur qu'on aura acheté chez Hostinger. C'est pourquoi on a rajouté la commande runs on self-hosted. Et enfin, on a les mêmes conditions ici, c'est-à-dire qu'on exécute le déploiement seulement en cas de push sur la branche main ou sur la branche dev. Et à cet endroit-là, on va devoir redéfinir les variables d'environnement de notre projet et ça prendra bien sûr les valeurs qu'on a définies sur GitHub à cet endroit, donc secrets. Et le nom qu'on a défini sur GitHub. Et enfin, à ce moment-là, c'est là qu'on va faire une différence entre environnement de staging et environnement de production. Ici, on a, si on est en environnement de dev, alors dans ce cas-là, on va utiliser les variables de l'environnement de dev, donc database, URL, staging. Et si on est en prod, on va utiliser celle de prod et on va exécuter le fichier dockercompose.dev en dev et le fichier dockercompose.prod en prod. Sauf que nous, on va créer un seul environnement, ça sera l'environnement de production. Donc cette ligne, on peut la commenter. Et ici, on va bien utiliser le front-end URL et le database URL qu'on a défini. Sauf qu'on n'a pas besoin de le définir ici, on va le définir plus haut, ici. Bien sûr, si vous avez besoin de définir plusieurs environnements, alors dans ce cas-là, vous devez répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Donc, on va faire une dernière chose. Ici, on va retourner donc plus haut, à cet endroit-là, et on définit les variables d'environnement qui sont communes à tous les environnements. Sauf que ça ne pose aucun problème pour nous, vu qu'on n'a qu'un seul environnement, c'est la prod. Donc on aura un JWT secret, un port, et toutes les variables d'environnement qu'on a définies ici. Voilà, on les a toutes ajoutées, sauf qu'on n'a pas encore créé les secrets et les webhooks de notre compte Stripe en production. C'est pas grave, on va le faire tout de suite après. D'abord, on a juste envie de mettre en ligne ce code en environnement de production, même si on n'a pas encore les secrets. Et normalement, ça devrait être bon. Ici, on peut voir qu'on est sur la branche main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit git status. On peut voir qu'on a tous ces fichiers à versionner et on va le versionner tout de suite. On va faire un git add point, un git commit, on va appeler mise en prod. Et enfin, on va faire un push origin, donc sur notre branche main. Et maintenant, on va se rendre sur GitHub, ici, sur notre projet, et on va cliquer sur action. Parce qu'on peut voir ici qu'il y a une nouvelle action qui a été effectuée, parce qu'il a détecté tous les fichiers qu'on a rajoutés. Si on clique donc sur action, ici on peut voir qu'on a notre action, et on va pouvoir
voir le build et le déploiement sur notre serveur. Sauf qu'on a un petit problème, l'action de déploiement ne va pas marcher parce qu'on n'a pas encore défini notre serveur. Ici, effectivement, l'action de déploiement, qui s'appelle deploy, fait un run zone self-hosted. Sauf qu'on n'a pas encore défini notre serveur Hostinger qu'on va utiliser. Par contre, c'est pas grave, on a déjà envie de voir si le build s'effectue sans problème. Pour ce faire, on peut retourner sur Docker Hub. Ici, on peut rafraîchir la page et là, on peut voir qu'on a bien une branche qui est en train d'être push sur le tag qui s'appelle production. Et ça veut dire que si on retourne ici dans notre fichier build, à cet endroit-là, on peut voir qu'on avait bien défini le tag production ici sur notre action de déploiement en production. Et ça marche du tonnerre, ça va build notre image. Là, si on retourne sur GitHub, on peut voir qu'après 1 minute 26, l'image a été build. Maintenant, bien sûr, l'action de déploiement ne va jamais fonctionner parce que on n'a pas encore configuré le serveur. Mais c'est pas grave, on va annuler le workflow. Si on veut, on peut retourner tout de suite après et on peut cliquer sur replay, ce qui va réexécuter cette action. Donc maintenant, on a envie de configurer le serveur Hostinger. On va se rendre sur Hostinger et à cet endroit, normalement, vous cliquez sur accès SSH et vous vous connectez au mot de passe que vous avez défini. Pour se connecter, on va donc copier l'adresse IP et le nom d'utilisateur. On va faire SSH root, arrobase et l'adresse IP. Dans mon cas, j'ai pas besoin de rentrer le mot de passe parce que je l'ai déjà rajouté sur le serveur. Je me suis déjà connecté une fois et j'ai configuré pour ne pas avoir à re-rentrer le mot de passe. Et maintenant, une des étapes qu'on doit faire, c'est d'installer Docker sur le serveur. Mais dans mon cas, je l'ai déjà installé. Alors pour vous, vous allez devoir faire Docker install Ubuntu, comme c'est fait, et vous allez devoir installer Docker sur Ubuntu. Il suffit de suivre toutes ces indications ici et d'installer entièrement Docker. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces informations dans la vidéo qu'on a faite qui s'appelle « Déploie ton projet JavaScript sur un serveur VPS ». Donc on aura besoin de Docker, de KD Server, et sur ce serveur, on a déjà tout de configuré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste besoin de configurer le runner de GitHub pour qu'il puisse renvoyer en fait notre image Docker sur le serveur. Et pour ce faire, on se rend dans Settings à cet endroit et on va cliquer sur Action Runners et on va créer un New Self-Hosted Runner à cet endroit-là et on va sélectionner Linux x64 et nous allons suivre les instructions. Donc on va copier ce premier morceau de code, mais ce que j'ai envie c'est d'appeler le dossier Deployments comme ceci. On va faire un CD sur le dossier Deployments et on va copier la deuxième commande curl ici, ce qui va télécharger l'exécutable qui va nous permettre de configurer le GitHub Runner. Maintenant que c'est fait, on passe à la commande suivante ici et ensuite on termine avec la dernière commande pour télécharger ce runner. Maintenant que c'est fait, on va retourner dans le fichier et on va passer à la configuration. Ici, on va donc copier cette commande et on a une erreur qui dit must not run with sudo. Et cette erreur, on l'a déjà eu dans la vidéo précédente. En gros, on ne peut pas exécuter ce code en tant qu'utilisateur sudo. Donc je vais me connecter avec l'utilisateur que j'ai créé qui s'appelle Virgile. Et je vais retourner dans Deployments ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'ai fait là, je l'avais déjà fait une fois pour un autre projet. Donc comme j'avais déjà créé le dossier Deployments, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un MV pour copier le contenu du dossier Deployment que j'avais créé initialement. Ou sinon, ce qu'on peut faire encore plus simple, on va recopier toutes les commandes qu'on a déjà copiées. On va faire un mkdir nestjs-chat-api et on va faire la même chose après pour l'application Remix. On va cd dedans et dedans, on va retélécharger l'exécutable. On va le refaire une deuxième fois. On va dézipper tout ça et maintenant on peut de nouveau copier cette partie, donc configurer l'application avec cette commande. Cette fois, on n'a pas l'erreur du sudo et je vais appuyer 3 fois sur Entrée et une dernière fois pour confirmer les changements. Maintenant, normalement, ça a dû créer le runner. Donc si on se rend ici, déjà, on peut copier la dernière étape, même si on ne va pas l'utiliser, mais si on actualise la page, ici en fait, si on reclique sur runner, on peut voir qu'on a maintenant notre runner qui est self-hosted Linux x64. Sauf que maintenant, on a envie que ce runner soit connecté H24 à GitHub et que dès que GitHub lui envoie l'information, il y a eu un nouveau commit sur la branche main, le runner il dise à GitHub, vas-y, envoie-moi l'image Docker, je vais la télécharger. Donc pour ce faire, on a plusieurs commandes qu'on peut exécuter. On peut exécuter le svc.sh install pour installer le GitHub Runner. Et là, on a un autre message qui nous dit on doit exécuter cette commande en tant que sudo. On va le faire tout de suite. On va l'exécuter en tant que sudo. Maintenant, on vient de le faire, donc on vient d'installer. Et à présent, on peut faire un start.
Et là, on a fait un start. Et le statut est active. Ce que ça signifie, c'est que si on retourne maintenant sur GitHub, avant vous voyez statut offline, si j'actualise la page, maintenant on voit le statut idle avec un point vert, ce qui veut dire qu'il est à l'écoute des nouveaux événements. Donc, on peut retourner sur notre action à cet endroit-là, sur l'action mise en prod. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur replay, parce que maintenant on a un runner qui va écouter les événements. Bien sûr, ça ne va pas réexécuter notre action de build, comme elle a déjà été terminée et elle a fonctionné. Ça va seulement exécuter l'action de déploiement. Et là, on peut voir que le runner, il a compris ce qui se passait et c'est en train de déployer notre application. Donc là, si on retourne côté serveur et qu'on fait un Docker PS, juste pour voir, on peut voir qu'on a deux projets qui tournent. On a le projet Nest.js Remix Monorepo, on a le projet JoeFazR, mais on n'a aucun projet qui tourne sur le port 8000. Ça tombe bien parce que notre projet va tourner sur le port 8000. Sauf qu'on a une petite erreur. En fait, on a créé le fichier dockercompose.dev, mais on n'a pas créé le fichier dockercompose.prod. Et c'est pour une raison assez simple. Là, déjà, on va dupliquer ce fichier. Le fichier de la prod, on n'a pas envie de refaire un build en fait. On ne va pas refaire un build, on va à la place rajouter l'image qui est hébergée sur Docker Hub. Et pour ce faire, on rajoute la clé image qui prendra comme valeur algomax/nestjs-chat-api :production. Donc maintenant qu'on a créé ce nouveau fichier de configuration pour la production, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut de nouveau push sur la branche main. Donc on va refaire un git add point, un git commit, added docker compose for prod, et on va de nouveau push sur la branche main. Et pendant que c'est en train de mettre à jour notre deuxième action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur Stripe et on va récupérer les variables d'environnement pour la prod. Donc on va faire un sign in sur notre compte et maintenant que c'est fait, on va cliquer sur Developers ici et on va cliquer sur API Keys et on a donc deux clés. On a la clé publique qui peut être partagée de toute manière, c'est une clé qui sera accessible côté client, et on a la secret key. Et celle-ci, je ne vais pas vous la montrer, mais je vais la copier et je vais retourner dans Settings sur GitHub, toujours sur mon projet Nest.js API. Et ici, on peut voir que j'avais déjà créé les variables d'environnement pour le Stripe Secret Key Staging. Et je vais rajouter la variable Stripe_secret_key qui prendra donc comme valeur ma clé API Stripe pour la prod. Et on va faire la même chose pour les webhooks ici. Donc on a les webhooks et ce qu'on a envie de faire, c'est de rajouter un endpoint et on va le rajouter sur la branche qu'on va appeler api-chat.algomax.fr et je me souviens plus quels sont les événements qu'on avait utilisés. Donc on va retourner sur notre base de code ici. On va aller sur le fichier Stripe Controller et on va cliquer sur le service pour accéder à la méthode handle webhooks. Et c'est à cet endroit qu'on va retrouver les webhooks. Donc on avait payment intent succeeded, on peut rajouter cet événement là, sélectionner, et ça a l'air d'être le seul événement qu'on utilise pour les donations. Donc on peut le rajouter et on peut créer cet endpoint. Et bien sûr, ça nous donne un signing secret ici. Et c'est celui-là qu'on va devoir révéler pour, pareil, autoriser l'appel venant de Stripe. Donc on va cliquer sur Reveal et pareil, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais le copier ici et je vais le rajouter dans les GitHub Actions. Donc ça s'appelle Stripe Webhook Secret et maintenant je l'ai mis en place, je l'ai créé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner dans l'onglet Action et on peut regarder notre action. Ici, on peut voir qu'elle a réussi. L'étape de déploiement a duré 12 secondes et on peut retourner sur le serveur, sur iTerm et on peut faire un Docker PS à nouveau et on peut voir qu'on a notre application qui est en train de restart. Normalement, si elle restart, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'elle est en train de crasher, mais on va voir quand même ce qui se passe. En tout cas, la base de code a été téléchargée et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut inspecter cette image pour voir si on a eu des messages d'erreur. Pour ce faire, on peut faire un docker logs et le nom de notre application. Donc on peut voir qu'elle s'appelle nestjs-chat-api_dev. Et là, on peut voir qu'on a ce message d'erreur. En fait, c'est notre serveur WebSocket. J'avais oublié qu'on avait donc un serveur WebSocket qu'on utilise. Mais en fait, l'erreur ne vient pas des WebSockets. En fait, l'erreur vient du port 8000. Parce que par défaut, ça utilise le port 8000, comme on le retrouve dans notre fichier main.ts, sauf qu'on n'a pas défini cette variable d'environnement dans le fichier dockercompose.dev. Ici, en fait, on l'a défini, oui. Sur notre fichier ci.yaml, on a également dû le définir à cet endroit-là, mais c'est au niveau de GitHub, ici dans les réglages, dans Secret and Variables, que je ne l'ai pas défini. Je pensais que ça allait prendre la valeur par défaut, qui est donc de 8000, mais apparemment, on est obligé de le rajouter. Donc maintenant, on vient de rajouter une variable d'environnement, donc on va pas devoir repush le code pour réexécuter cette action, on a tout simplement besoin de réexécuter l'action de déploiement ici, prend 12 secondes. Donc on va cliquer sur Rerun Single Job et ça devrait mettre à jour notre action de déploiement avec les nouvelles variables d'environnement, y compris celle de Stripe qu'on vient de configurer. Voilà, donc maintenant c'est terminé, on va
de nouveau sur le serveur et on va refaire un docker ps et cette fois on peut voir que ça ne crache pas. On va faire un docker logs et on peut voir qu'on n'a aucune erreur à ce niveau-là. Ça fonctionne très bien. L'application n'a pas crash, sauf qu'on ne peut pas y accéder parce qu'on n'a pas encore configuré le nom de domaine. Pour configurer le nom de domaine, du coup, on a besoin d'utiliser un service qui nous permet d'acheter un nom de domaine, de le louer. Donc moi j'utilise OVH ici. Et il me suffit d'aller dans Domain Names, de cliquer sur algomax.fr et je ne vais pas racheter un nom de domaine vu que je paye déjà pour le domaine algomax.fr. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais aller dans DNS Zone ici et je vais créer un sous-domaine que je vais appeler, ça sera un sous-domaine, ça sera un A et je vais l'appeler chat.algomax.fr comme ceci. Et en target, on va mettre l'adresse IP du serveur Hostinger et donc celle-ci comme ceci. Et on va faire la même chose pour l'API et ça prendra comme valeur la valeur qu'on a définie dans Stripe ici de notre webhook, donc c'est celle-ci, api-chat.algomax.fr. On peut donc copier api-chat et l'adresse IP sera la même parce qu'on va héberger le front et le back sur le même serveur. Maintenant que c'est fait, on peut rajouter ça et on a une configuration KDE à rajouter pour que le nom de domaine soit bien relié à notre fichier. On peut donc s'inspirer de ce qui a déjà été créé dans notre configuration KDE. Encore une fois, tout ça je vous l'explique en détail dans la vidéo sur comment héberger un projet JavaScript. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc on va éditer notre fichier etc KDE file et à l'intérieur, on va rajouter le nom du projet, donc l'URL plutôt qu'on a défini ici, donc api-chat.algomax.fr et on va faire un reverse proxy sur localhost 8000 qui est le port en local de notre application Nest.js. Et on va également prendre le chat algomax.fr qui sera donc l'URL qu'on va attribuer au front et on va pareil faire un reverse proxy sur localhost 3060 par exemple parce que effectivement on a déjà des projets sur le port 3000 donc on va utiliser le port 3060 pour le front. Maintenant on peut sauvegarder les changements et on a juste à faire un sudo systemctl restart KDE comme ceci. Ça prend un petit peu de temps et ça va restart la configuration de KDE Server avec les changements qu'on vient de lui apporter. Et maintenant, on peut déjà faire un essai. On va essayer d'accéder à l'URL chat-api.algomax.fr et là on peut voir qu'on a cette petite erreur, le site est inaccessible, mais ce qu'on peut faire déjà c'est qu'on peut aller sur le site check-host.net et on peut coller le nom, l'URL de notre site pour voir si cette URL redirige bien à notre serveur Hostinger. Pour ce faire, on va le passer en HTTPS et là on peut voir que ça ne le redirige pas sur l'URL d'Hostinger. Donc on va retourner sur OVH et on va voir ce qui s'est passé. On va taper chat-api et là on peut voir que rien n'a encore été créé du côté d'OVH. Alors je comprends pas ce qui s'est passé, apparemment ça n'a pas été créé chez OVH. Donc on va devoir répéter l'opération, on crée une nouvelle entrée A, on copie l'IP du serveur Hostinger, ça sera la target et on va appeler le projet chat-api. Next, on va confirmer l'opération et on va faire la même chose. Donc on va garder la même valeur et le même serveur, sauf que cette fois, le projet va s'appeler chat. Ça sera le nom du sous-domaine et le domaine c'est algomax.fr. Pareil, on va sauvegarder et là on peut voir qu'en fait, je m'étais un peu pressé. En fait, les valeurs ont bien été créées. Alors je comprends pas. La bonne URL c'est api-chat. Donc chat-api, on va pouvoir supprimer cette entrée et on va faire pareil sur la première entrée chat algomax pour éviter les bugs. Là en fait ça doit prendre un petit peu de temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais on peut voir que pour le sous-domaine chat.algomax.fr, ça a bien détecté notre nouvelle ISP. On utilise bien Hostinger International, mais bizarrement c'est pas le cas pour notre API, pour notre chat-api.algomax.fr. Alors en fait j'ai sûrement dû faire une connerie, peut-être qu'on n'a pas le droit de mettre des tirets sur le site. C'est vrai que j'ai jamais vu un site avec des tirets dedans, donc en fait on va totalement changer. Ici on va l'appeler API chat en un mot et c'est cette URL qu'on va renommer. Ici on va modifier ce champ A et on va l'appeler API chat en un seul mot. Maintenant on peut voir si on retourne sur checkhost que ça a bien détecté le changement. Donc API chat.algomax.fr, si on accède à cette URL sur Google comme ceci, on a toujours cette erreur. Par contre, on sait que maintenant ça fonctionne et on va devoir aussi modifier notre configuration KDE. Donc ici on va retourner sur API-chat et on va enlever le tiret et on va de nouveau relancer notre configuration KDE. Et maintenant, si on actualise la page, normalement ça devrait fonctionner. Une technique qu'on peut faire aussi, c'est d'ouvrir un onglet en navigation privée et d'accéder à l'URL au cas où il serait mis en cache. Et là on peut voir que ça a marché. Je suis sur l'URL api-chat.algomax.fr et on a une erreur Nest.js. Ici on va sur /users comme ceci
on peut voir qu'on a toujours notre tableau vide. Donc notre application Nest.js tourne avec succès sur le serveur. Maintenant qu'on a mis en place le back-end, on va maintenant s'occuper du front-end. Si on retourne sur notre compte GitHub, le code se mettra en production à chaque fois qu'on fera un nouveau push sur la branche main. On retourne donc maintenant dans notre projet front-end, ici, et nous allons recopier toutes les étapes. C'est-à-dire installer Docker, installer les GitHub Actions et configurer le runner sur le serveur. Mais si on se rend dans le fichier .env ici, on se rend compte qu'en fait, on aura besoin de setup deux variables d'environnement, le backend URL et le WebSocket URL, qui est défini à cette URL. Cependant, le problème, c'est qu'on n'a pas ouvert les ports sur notre serveur. Regardez, si on retourne sur notre projet backend ici, dans le fichier dockercompose.prod, on peut voir qu'on n'expose qu'un seul port, le port 8000. Sauf que dans notre fichier app.gateway.ts, ici, nous exposons également le port 8001, qui est le port des WebSockets. Donc, ce qu'on a envie de faire, au final, c'est également de l'exposer. Et on va l'exposer de cette manière, en rajoutant cette ligne dans notre fichier Docker Compose. Bien sûr, nous allons également rajouter cette ligne dans l'autre fichier dockercompose.dev. Mais ce n'est qu'une partie du travail, parce que, effectivement, on va devoir également ajouter un nom de domaine et on va également le déclarer sur KD Server. Donc, on va commencer par retourner sur OVH, sur les informations de notre nom de domaine. Ici, on va regarder tous les champs A et on a donc apichat.algomax.fr. Et nous allons rajouter une entrée, un champ A, que nous allons appeler API Chat, mais on va rajouter WS juste avant le API Chat, comme ceci. Et bien sûr, comme target, on va prendre la même IP. Donc, ça va être WS API Chat.algomax.fr qui redirige à cette IP. Maintenant, on va juste copier ce nom de domaine, on va retourner sur le serveur et nous allons modifier à nouveau le fichier etc/kadi/kadifile. Et c'est à cet endroit qu'on va rajouter une nouvelle entrée, c'est-à-dire WS API Chat.algomax.fr et on va faire un reverse proxy sur le localhost 8001, comme ceci. Et maintenant, on va enregistrer. Maintenant, nous devons à nouveau retourner sur notre API pour mettre à jour nos changements, c'est-à-dire ouvrir le port dans le Docker Compose. Pour ce faire, on va tout simplement faire un git add plus et un git commit avec comme message add WebSocket ports. Et on va push sur main. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à configurer ces fichiers pour notre front-end. Donc on va commencer par Docker. On retourne sur notre API et nous allons copier tous ces fichiers, c'est-à-dire le Dockerfile, les fichiers Docker Compose et le fichier Docker Ignore, comme ceci. On les copie et maintenant on se rend dans notre front-end et on va tous les coller. Maintenant que c'est fait, on va modifier le fichier Dockerfile. On va laisser les 10 premières lignes telles quelles. Ces lignes-là vont rester les mêmes. Au final, la seule chose que nous allons changer, c'est retirer les lignes de Prisma, vu qu'on ne l'utilise pas côté front, et ensuite on va retirer cette ligne-là également, et notre build génère un fichier qu'on va appeler build et non pas dist, comme ceci, et ça devrait être bon. Mais on va tester tout de suite avec Docker. D'abord, je retourne encore une fois sur le dossier API, et je vais copier le fichier start.sh, parce qu'on va utiliser la même logique. On copie donc le fichier start.sh, et on retire cette instruction qui fait appel à notre service Prisma. Et maintenant, on va kill notre terminal et nous allons lancer la commande chmod +x start.sh. Et maintenant, on va modifier les deux fichiers Docker Compose parce que nous avons défini dedans le nom du service. Ici, ça va être nestjs-chat-frontend/dev. Et nous avons que deux variables d'environnement. Nous avons un front-end URL et un WebSocket URL. Et nous allons retirer toutes ces variables d'environnement, puisqu'on n'en a plus que deux. Nous avons un backend URL et un WebSocket URL. Ici, comme nom de conteneur, on va mettre exactement le même, c'est-à-dire celui-là, et nous allons seulement exposer le port 3000, qui est le port par défaut de Remix. Maintenant, on va faire la même chose sur le Docker Compose de prod, c'est-à-dire qu'on va copier les deux variables d'environnement, comme ceci, et on va nommer le projet frontend_production, ici aussi frontend_production, et l'image va s'appeler nestjs-chat-frontend. Et bien sûr, le port, ça sera toujours le port 3000. Maintenant, on va tout de suite vérifier que ça fonctionne bien. On va donc taper la commande dockercompose-f dockercompose.dev.yaml up-build. Et maintenant, on va regarder si ça marche bien. Normalement, ça devrait fonctionner du premier coup. Et voilà, ça a bien fonctionné. Nous sommes sur le port 3000.
si on clique sur le projet, on peut voir qu'on retrouve bien notre projet remix sur le port 3000, sauf qu'on n'a pas de style. C'est un peu bizarre, non? Alors on va enquêter ensemble pour voir ce qui se passe. Si on retourne dans le fichier Dockerfile, j'ai l'impression qu'on a oublié d'ajouter le dossier public ici. Donc nous allons tout de suite l'ajouter, ça vient peut-être de là. On va rajouter le fichier public, c'est la dernière étape, donc normalement on va pas attendre longtemps, et nous allons relancer le conteneur Docker. Là je vais d'abord kill le terminal pour arrêter l'instance en cours, et je vais la relancer tout de suite. Et là on peut voir que ça l'a tout de suite relancé. Alors on va voir si on a un peu plus de chance. On actualise la page, et là nous avons le style. Ok, c'est mieux comme ça. Donc maintenant on peut fermer cette fenêtre, et nous pouvons passer à la suite. La suite, c'est les GitHub Actions. On retourne donc dans le fichier de notre API et nous allons copier le dossier .github ici. Et maintenant, on va le coller dans le projet Frontend. Ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on va modifier quelques trucs. Dans le fichier build, on va bien sûr modifier le tag de notre projet. Ça va être nestjs-chat-frontend, comme ceci. Et dans le fichier ci.yaml, nous allons modifier les variables d'environnement. Ici, on va donc rajouter deux secrets, le backend_url et le websocket_url, comme ceci. Et bien sûr, à cet endroit-là, nous devons également modifier le nom de l'image Docker, c'est-à-dire qu'on va l'appeler Frontend, et nous allons également l'appeler Frontend dans le commentaire, on sait jamais. Maintenant que c'est fait, on va retourner sur GitHub, et on va retourner sur le repository du Frontend. Personnellement, je l'ai appelé nestjs-chat-front, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les settings, ici, et je vais aller dans les secrets and variables, et je vais rajouter dans les actions de secrets. Le premier secret sera le backend URL, et cette variable, c'est tout simplement l'API chat.algomax.fr. Donc je retourne sur GitHub et je colle https://apichat.algomax.fr. On sauvegarde, et pour le deuxième secret, c'est le websocket_url. Et ça va être exactement le même lien, sauf qu'on ajoute WS au début. Effectivement, on n'a pas besoin de rajouter WSS. On peut utiliser les WebSockets en HTTPS comme ceci. Maintenant, on rafraîchit la page, on sauvegarde cette valeur et on peut maintenant passer à la suite. La suite, ça va être de reconfigurer le runner GitHub pour ce repository. Pour ce faire, on se rend dans Action et on clique sur Runner et on va répéter l'opération. Donc New Self-Hosted Runner, ça sera sur le même serveur, donc on va sélectionner Linux et nous allons copier cette marche à suivre, sauf que nous, on va être un peu plus malin. On va se rendre à la racine et on va faire un ls-l et on peut voir qu'on avait créé un dossier qui s'appelle deployments, et si on cd dans le dossier deployments et qu'on refait un ls-l, on peut voir que c'est à cet endroit qu'on avait téléchargé la base de code de notre premier runner pour l'API. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cd : et nous allons renommer ce fichier deployments en fichier nestjs-chat-api. Pourquoi je le renomme? Tout simplement pour savoir dans quel fichier se trouve la logique de quel repository. Et maintenant, je vais faire un mkdir du dossier deployments, et dans ce dossier, je vais faire un mv du dossier nestjs-chat-api pour le déplacer dans le fichier deployments, comme ceci. Maintenant, si on fait un cd dans deployments et qu'on fait un ls-l, on retrouve le dossier nestjs-chat-api. Et c'est dans ce dossier que je vais créer un autre dossier qu'on va appeler nestjs-chat-frontend, ou plutôt front, comme ceci. Maintenant qu'on a créé ce nouveau dossier, nous allons cd dedans nestjs-chat-front, et c'est à l'intérieur que nous allons réinstaller cet exécutable. Une fois installé, on exécute le reste des instructions et on va dézipper ce fichier. Et maintenant, on peut passer à la suite. On va configurer le runner GitHub, comme ceci. On appuie 3 fois sur Entrée, on attend un peu et on va encore appuyer sur Entrée. Et maintenant, on lance la commande sudo svc.sh install pour installer le runner qui va ensuite tourner en tâche de fond. Et après l'install, on va faire un sudo.svc.sh start. Et maintenant, notre runner est actif en tâche de fond. Pour vérifier, on retourne sur GitHub et on retourne sur runner ici et on peut voir qu'il est au statut idle. Donc c'est bon, la prochaine fois qu'on va push du code sur notre branche main, le code sera détecté. Donc maintenant, on va retourner dans VS Code, dans notre projet Frontend. Ici, on va tout clear et nous allons faire notre commit. On va donc faire un git add point, un git commit, add GitHub Actions, et on va faire un push sur la branche main. Sauf que si on retourne sur le serveur et qu'on affiche le contenu de notre fichier Caddyfile, on peut voir ici qu'on fait un reverse proxy sur localhost 3060, ce qui signifie que notre projet est accessible sur le port 3060. Sauf que c'est pas le cas. Dans le fichier dockercompose.prod, ici,
on peut voir qu'on redirige le port du conteneur 3000 vers notre port 3000. Sauf que ici on s'est trompé, effectivement sur le serveur, ça sera le port 3060 parce que le port 3000 est déjà utilisé par un autre projet. Donc je modifie cette erreur, mais avant de push le code, on va aller dans les actions GitHub pour voir si c'est la seule erreur que nous avons. Ici on peut voir que l'action a échoué, et si on se rend dans le Docker build, en fait le problème c'est qu'on a tout simplement oublié de configurer déjà les identifiants Docker, et ensuite on n'a pas créé notre repository Nest.js chat front-end. Donc on va le faire tout de suite. On va se rendre dans Repositories, ici nous allons créer un nouveau repository qu'on a appelé du coup Nest.js-chat-frontend. On va copier ce nom, Nest.js chat front-end, et on va le créer comme ceci. Et maintenant, on doit retourner sur GitHub et rajouter les deux dernières actions qu'on avait déjà ajoutées dans l'API, mais cette fois on les ajoute dans le front. Donc on va se rendre dans Secrets and Variables et nous allons cliquer sur Action et nous allons rajouter le Docker Hub username qui est donc égal à algomax et le Docker Hub _ token. Maintenant que c'est fait, on ne devrait plus avoir de problème. Alors on va se rendre dans notre front-end et nous allons faire un git add point pour ajouter notre changement sur le port 3060, changed docker compose port, et nous allons à nouveau push ce code sur la branche main. Maintenant que c'est fait, il nous suffit de retourner sur GitHub pour voir si l'action se lance bien. On clique dessus et là on peut voir qu'elle est en train d'être exécutée. Notre action est maintenant terminée sur la prod, donc on va essayer de s'y connecter. On va taper sur Google chat.algomax.fr, là on peut voir qu'on est bien connecté. Maintenant on va s'inscrire pour voir si ça fonctionne bien. Je vais donc créer un compte, virgile@algomax.fr, un mot de passe ABC 123, s'inscrire, et là c'est plutôt bon signe, ça m'a redirigé sur la page de connexion, sauf que je ne suis pas connecté. Alors on va essayer de se connecter tout de suite. virgile@algomax.fr, ABC 123, on se connecte, et là on a une erreur. En fait, il n'arrive pas à se connecter au localhost 8000/host/login. Alors à quoi est-ce que c'est dû? On va voir ça tout de suite. On retourne sur le serveur, ici, et nous allons inspecter les logs des deux projets. On va d'abord inspecter les logs de notre API, ici, et là on peut voir qu'on a en fait une erreur au niveau de l'envoi de l'email. On peut seulement envoyer des emails de test aux emails que nous possédons. Dans ce cas-là, virgileboris@hotmail.fr. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui a causé notre erreur. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir les logs et on peut rajouter l'instruction "-f" pour les laisser ouverts en tâche de fond, comme ça. Maintenant, on va refaire un essai, on va s'inscrire à nouveau. Cette fois en mettant le mail qui est autorisé par Resend. Et on va mettre comme mot de passe ABC123. Si on clique sur s'inscrire, on peut voir que maintenant ça charge bien, sauf que on n'est toujours pas connecté. C'est bizarre. Et ici on peut voir qu'on a de nouveau la même erreur. Et ici on peut voir qu'on a maintenant par contre une ID qui est console loguée dans la console. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va regarder, voir si on a reçu le mail. On peut voir ici que je viens de recevoir le mail de la part de resend.dev. Le mail c'est « Bonjour Virgile et bienvenue sur Nest.js chat. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. » Donc l'envoi de mail a bien fonctionné pour cette adresse email. Donc cette erreur-là a été résolue. En fait, à quoi cette erreur est due? Eh bien, au service que nous utilisons pour envoyer les mails, c'est-à-dire resend.dev. Si on se rend donc sur resend.com et qu'on se connecte avec notre compte GitHub, ici on peut voir que j'ai sûrement utilisé une API de test. Alors en vrai je ne comprends pas trop le problème. Ce token n'a pas l'air d'être limité. Ici on peut voir qu'on a l'accès pour envoyer depuis tous les domaines, sauf que si on clique sur le domaine, il nous propose de rajouter notre domaine. Mais je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que si on ajoute notre domaine, on peut ensuite envoyer notre email à partir de notre propre nom de domaine. Par exemple, onboarding@algomax.fr. Mais là, c'est même pas ce que je voulais en fait. Ce que je voulais, c'est tout simplement envoyer un email à n'importe qui. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut copier ce message d'erreur pour débugger un peu, resend et cette erreur, et on va voir à quoi cette erreur est liée. Alors voilà. Ici, ils nous disent bien que pour autoriser tout envoi de mail, on a besoin d'ajouter un domaine que nous possédons. Effectivement, ils font ça pour ne pas dégrader la note de leur nom de domaine. Parce que si j'utilisais ce projet et que j'envoyais des mails à 100 000 personnes et que je spammais leur boîte mail, ça dégraderait la note de leur domaine resend.dev. Et ça, ils veulent l'éviter. Mais c'est pas grave, pour le moment, on a une autre erreur qu'on a envie de corriger d'abord. On veut pouvoir se connecter sans problème. Donc cette fois, je vais faire une tentative de connexion. Je clique dessus et là, j'ai toujours cette erreur. Il est impossible pour moi de me connecter. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce qu'on a un message d'erreur dans la console? On n'a pas de message d'erreur côté API. Donc, on va kill le terminal et nous allons
faire la même commande, mais pour le front-end et sur la branche production. Et là, on peut voir qu'on a d'autres types d'erreurs ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau cliquer plein de fois sur se connecter. Et là, on peut voir qu'on a ces erreurs-là, c'est-à-dire des statuts de 100. En fait, il n'y a rien qui pose problème dans la console. On ne sait pas vraiment à quoi l'erreur est liée parce qu'on n'a aucune erreur, que ce soit au niveau du front-end et du back-end. Donc, on va essayer d'inspecter la console. Ici, on a une erreur au niveau des WebSockets, mais je ne pense pas que le problème vienne de là. Mais on va quand même essayer de se connecter au WebSocket, ça m'intéresse. On va accéder à cette URL, et là on peut voir en fait que ce site ne propose pas une connexion sécurisée. Et en fait cette erreur, elle vient du fait qu'on n'a pas relancé Kali. Donc on va le relancer tout de suite avec un sudo systemctl restart de Kali pour déjà corriger le problème des WebSockets. Maintenant que c'est fait, on actualise la page et on a une erreur différente. Cette page n'existe pas. Cependant, si on retourne sur le site ici, on peut voir que l'erreur du Socket.io a disparu, je crois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une tentative de connexion, même si je ne pense pas que ce soit lié à ça. Ici, en fait, on n'a pas vraiment la raison de notre erreur. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de voir si il connaît bien l'URL du backend. Si on fait un docker inspect nestjs-chat-frontend _production et qu'on fait un grep de backend, ici, on peut voir que l'URL est la bonne. C'est apichat.algomax.fr. Mais est-ce que c'est le cas au niveau du code? Si on retourne dans notre projet front-end, ici, et qu'on copie le lien localhost 8000 et qu'on le colle dans la recherche, ici on peut voir qu'effectivement on a oublié de changer cette valeur. Ici on a fait une erreur de débutant, on a codé en dur la valeur de notre backend URL. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va remplacer cette valeur par env.backend_URL, comme ceci. En fait, c'est un process.env. Et on va coller cette valeur partout où elle est utilisée. Ici aussi, on va la rajouter et on n'oublie pas de rajouter les backticks. On va également la rajouter dans le fichier forgotpassword qui l'utilise 3 fois. Une première fois ici, une deuxième fois ici. On n'oublie pas les backticks et une troisième fois ici pour le reset du password. Et encore une fois, on n'oublie pas les backticks. Forcément, avec une erreur pareille, ça n'aurait jamais pu marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commit ça, on va mettre fixed backend URL hard coded et on va push cette nouvelle version qui, je l'espère, est maintenant corrigée. Et maintenant, on retourne sur GitHub pour voir la nouvelle action qui est en train de travailler. Voilà, on est maintenant à l'étape de déploiement dans la CI et on va bientôt avoir la réponse. Est-ce que le problème a été résolu? La CI est terminée, on va retourner sur l'application et on va retaper notre mot de passe et cette fois, on a réussi à se connecter. Ça marche du tonnerre. Donc maintenant, on va envoyer un message à un utilisateur. Sauf que maintenant, on est en fait le seul utilisateur qui est présent sur cette plateforme. C'est bien dommage. Alors, on va tester, voir si tout fonctionne. On va d'abord choisir un avatar. On va utiliser par exemple cette image. On clique sur modifier l'avatar. Et là, on peut voir qu'on la retrouve bien. Ça a bien marché. Donc, on est bien connecté à Amazon S3. Cette image est publique. Je peux copier son lien et je peux la télécharger au format que je veux. Donc ça, c'est déjà cool. Maintenant, on va voir si ça fonctionne bien au niveau de Stripe. On va cliquer sur je configure mon compte et là, on a une erreur serveur au niveau de l'onboarding. Alors, on a un problème. Avec Stripe. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir tout de suite en inspectant les logs. Si on fait un docker logs de notre backend, donc c'est API_dev, ici, on peut voir qu'on a cette erreur. You must verify your identity to use Connect and create live connected accounts. On doit donc cliquer sur le dashboard Stripe et s'identifier pour pouvoir être autorisé à utiliser Connect en prod. Et pour cela, il faut tout simplement ajouter notre carte d'identité sur le compte Stripe à cet endroit-là. Si je clique sur le lien, on peut voir qu'il me demande donc de vérifier mon identité avec Stripe. Pour cela, j'ai besoin de scanner une pièce d'identité ou alors prendre un selfie pour qu'il puisse me reconnaître. Si je clique sur continuer, on peut voir qu'il me demande de scanner un QR code. Sauf qu'on ne va pas faire cette étape maintenant, on ne va pas tester si les paiements Stripe fonctionnent bien. Ça a l'air de marcher en tout cas parce qu'il a détecté qu'on est sur l'environnement de production et l'erreur ne vient pas d'un Stripe non configuré. Il faut juste rajouter nos documents d'identité. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va essayer de créer un deuxième compte, même si Resend ne nous autorise pas à le faire. Donc pour ce faire, on va se déconnecter ici et on va retourner sur neon.tech pour voir si on a bien 2 comptes qui ont été créés. On va donc dans Table ici et nous allons dans User et on peut voir qu'on a bien 2 comptes qui existent. On a quand même le compte
virgile@algomax.fr. Au final, il existe bien, c'est juste que ça ne nous a pas identifié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec ce compte-là. Et comme on peut voir, ça fonctionne très bien. Donc on va cliquer sur historique des conversations, ici pour se rendre sur la page d'une conversation qu'il est possible de faire. Et on va avoir une conversation avec Virgile. Hello man, how are you? Ici on va inspecter le code pour voir si les WebSockets fonctionnent. Et pour ce faire, on va ouvrir une deuxième fenêtre en navigation privée et nous allons copier l'URL du site. Et on va ouvrir cette fenêtre ici. On peut voir que j'ai été redirigé sur la page d'accueil parce que je ne suis pas connecté. Donc je vais me connecter avec Virgile et je vais de nouveau me rendre sur l'URL de cette conversation et je vais tout simplement répondre Well, and you? Et là on peut voir que le message est apparu automatiquement ici parce que les WebSockets ont bien fonctionné. Ça a très bien marché et on va même ouvrir la console pour voir à quel point ça marche bien. Test, test, test. Et c'est ici qu'on retrouve notre donnée mise à jour du coup. Si là j'envoie d'autres messages, test, 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 on peut voir que la connexion reste ouverte et que je reçois des messages à l'infini. Maintenant bien sûr, pour envoyer de l'argent à vos utilisateurs, vous devez au préalable vérifier votre compte Stripe et fournir votre pièce d'identité. Et bien sûr, pour pouvoir envoyer des emails, vous devez d'abord ajouter un nom de domaine. Et on peut le faire ensemble tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord choisir le nom de domaine qu'on souhaite utiliser, par exemple chat.algomax.fr, et on peut seulement choisir cette région malheureusement, donc on va l'ajouter. Et ensuite, une fois que c'est fait, on a besoin de rajouter des champs chez OVH pour l'URL chat.algomax.fr. Donc pour ce faire, on va retourner sur OVH ici, et on regarde, il nous demande de rajouter le champ MX avec cette valeur. Donc on retourne sur OVH et on va ajouter une entrée de type MX ici avec comme valeur cette valeur-là qu'ils nous ont fournie ici et avec comme nom send.chat ici. Donc on retourne sur OVH et on va rajouter le nom ici. Et ils veulent que ça soit en priorité 10, comme ceci. On va rajouter la priorité 10 et on appuie sur Next et sur Confirmer. Maintenant on retourne sur Resend et on va rafraîchir cette page pour voir s'il détecte déjà le changement. Maintenant on va rajouter deux champs TXT. Le premier, ça sera cette valeur. Donc on retourne ici et on va ajouter un champ TXT avec cette valeur à send.chat. Alors pourquoi send.chat? Déjà c'est send. Et notre nom de domaine, mais comme nous avons un sous-domaine qui s'appelle chat, eh bien ça va utiliser send.chat comme ceci. Maintenant on va appuyer sur Next et on va retourner une dernière fois sur Resend et on va copier la dernière clé TXT ici. Donc on rajoute un champ TXT comme ceci avec comme valeur celle-ci. Et on peut maintenant sauvegarder cette valeur et on va retourner sur Resend. Et ce qui est cool bien sûr, c'est qu'on peut rajouter avec Resend plein d'options comme traquer les clics par exemple, et traquer le taux d'ouverture. Bien sûr, pour ajouter encore plus de sécurité, on peut ajouter cette dernière option, le démarque, en ajoutant cette valeur. Encore une fois, c'est un TXT qu'on va devoir ajouter. On va se rendre sur OVH, on va ajouter un champ TXT avec ça comme valeur, et on va lui assigner cette valeur-là, comme ceci. Maintenant, on peut sauvegarder, et ça devrait être bon. On n'a plus qu'à attendre que Resend vérifie nos informations. Donc on doit cliquer sur Verify DNS Record, comme ceci, et on peut voir que les informations sont en attente et qu'elles viennent d'être vérifiées. Ça a très bien fonctionné, donc je pense que maintenant, on doit mettre à jour notre code pour que ça envoie le mail depuis le bon domaine. On va retourner à cet endroit-là, et je vais regarder si on peut modifier le domaine d'envoi. Est-ce qu'on peut changer le domaine au niveau de notre code? C'est dans le from ici. Donc on va quand même le faire pour tester. On va mettre Virgile et on va mettre virgile@chat.algomax.fr. Maintenant qu'on a ajouté ce nom de domaine, ce qu'il nous reste à faire, c'est de versionner cette nouvelle version de notre API. Mais juste avant de le faire, on va quand même retourner dans le fichier dockercompose.prod et ici, on va changer cette faute de frappe parce qu'on a oublié de copier-coller ici et de rajouter production, non pas dev, parce que c'est bien la branche production à ce niveau-là. Maintenant que c'est rajouté, on peut commit changed resend domain et on peut push origin head. Maintenant, on va se rendre sur GitHub pour voir les avancements de notre action et on peut voir qu'on a peut-être une petite erreur parce qu'on a renommé le dossier de déploiement pour cette application. Et donc du coup, j'ai l'impression que le runner GitHub, il ne fonctionne plus. Donc on va tout de suite le reconfigurer. On va faire un CD, et on va retourner dans le dossier Deployments, et on va aller dans le dossier Nest.js chat-API, et on va, cette fois, faire l'étape inverse, c'est-à-dire qu'on va désinstaller ce runner-là. On va donc faire un uninstall, plutôt d'abord un stop, mais là en fait j'ai l'impression que j'ai fait une petite erreur. Si on se rend dans les informations de notre projet GitHub, dans Action
Et dans runner ici, on peut voir que le runner en fait il est offline, c'est-à-dire qu'on l'a clairement, carrément tué. Donc c'est pas grave, on va en recréer un nouveau. D'abord on va supprimer ce dossier, on va faire un RMRF de nestjs-chat-api et on va recréer ce dossier une dernière fois avec le runner. En fait on a fait ça tout simplement pour s'organiser sur le serveur, pour qu'on ait un seul dossier avec tous nos déploiements, pour que ça soit beaucoup plus simple de les retrouver. Donc on va faire un mkdir nestjs-chat-api, on retourne dedans, dans ce fichier, et on va ajouter un runner pour la dernière fois en copiant chacune des étapes, une par une, comme ceci. On va copier la deuxième étape et enfin la troisième étape. Et maintenant, on va configurer ce runner. Et après l'avoir configuré, GitHub recevra le signal ici dans notre action. GitHub va recevoir le signal et il va terminer cette action. Donc, on appuie sur Entrée et là on peut voir qu'il a déjà trouvé un runner qui possède le même nom. Donc en fait, on va appuyer sur Y pour remplacer le runner existant, comme ceci. Et après avoir configuré, maintenant, on va refaire un svc install, comme ceci, et un svc start. Et j'ai l'impression que ça a fonctionné. En fait, on n'a même pas eu besoin de lancer ces commandes parce que le runner existait déjà. Là, si on fait un sudo svc.sh status, on peut voir que le runner, il est totalement décédé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'arrêter et même le désinstaller. Mais en fait, j'ai l'impression que ça marche vraiment pas. Et ça, c'est un petit problème. Si on fait un status, ok, il n'est pas installé. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réinstaller et on va le relancer. Et maintenant, ça a l'air d'être mieux. En fait, on a dû le désinstaller pour le réinstaller. C'était un petit peu bizarre. Là, si on rafraîchit la page, on peut voir qu'il est maintenant actif. En fait, il est plus idle, il est actif parce que GitHub vient d'exécuter notre action de déploiement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer chaque onglet qu'on a d'ouvert. On attend que le déploiement se termine. Et là, on a même eu une erreur au niveau du déploiement. Alors là, c'est vraiment marrant. On a toutes les erreurs. C'est parfait. Et cette erreur-là, elle est liée en fait à l'image qu'on avait créée qui s'appelait API_dev et que nous avons renommé. Donc pour réparer cette erreur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un docker system prune pour tout simplement supprimer les images Docker qui ne sont plus utilisées, notamment celles de l'environnement de développement. Et ça nous demande donc de confirmer parce que ça va supprimer toutes les images et il n'y aura plus de notion de cache. En tout cas, ça va supprimer toutes les images qui ne sont pas actives. Donc ne vous inquiétez pas, notre projet front-end est actif, donc ça ne va pas la supprimer, et l'API qui est actuellement présente est active, donc ça ne va pas la supprimer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appuyer sur oui, et comme l'API est actuellement active, ça ne la supprime pas. On a quand même envie de la supprimer, donc on va lancer la commande docker stop et le nom de notre projet, nestjs-chat API_dev, comme ceci. Et nous sommes maintenant en train d'arrêter une image Docker pour essentiellement la supprimer. Maintenant, on peut retaper la commande d'avant, docker system prune, comme ceci, et on va confirmer, et on peut voir que ça a supprimé notre image Docker. Maintenant que c'est fait, on peut retourner sur GitHub, sur notre action de déploiement, et nous allons la réexécuter pour voir si ça résout le problème. Et là, cette fois, l'action de déploiement a fonctionné. Donc on va retourner sur notre terminal et nous allons faire un docker logs, cette fois de l'image nestjs-chat-api_production. On en rajoute le "-f". Et là, on peut voir que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, on va retourner sur notre application et nous allons créer un dernier compte pour voir si on reçoit bien les emails. Le compte, ça va donc être 5gamerscouncil@gmail.fr. Bien sûr, on met ça dans l'adresse email et on va s'appeler Epictet et le mot de passe, ça sera ABC123. Maintenant, on va s'inscrire. Et on peut voir que ça m'a bien connecté. Ça m'a connecté, donc le domaine a été confirmé par Resend. Et si on regarde les emails que nous avons reçus, ici on peut voir Virgile, bienvenue sur la plateforme. Et ça a été envoyé par virgile@chat.algomax.fr. On peut donc le signaler comme non spam. Bonjour Epictet et bienvenue sur Nest.js Chat. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Et voilà, nous avons terminé cette intégration de notre chat avec Nest.js et Remix. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce que tu as appris quelque chose? Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. A plus.